Ce que je vais vous présenter, ça va concerner la tomate et les solutions de lutte biologique actuelles et surtout futures qui existent sur la tomate. Alors je vais essayer de le faire passer. Voilà. Donc la tomate est attaquée par plusieurs espèces d'acariens ravageurs, elles. Et en fait, on a deux espèces qui appartiennent à une famille qui s'appelle les Tetranychidés. Donc Tetranychus evensi, Tetranychus urticé. Et il y a une autre famille qui est de la famille des Eriophyidés avec un acarien qui est encore plus petit que les autres qui s'appelle Aculops lycopersicii. Donc ces deux espèces, Tetranychus urticé et Aculops lycopersicii, ce sont des espèces qui sont cosmopolites, qu'on trouve partout en France, en Europe et dans le monde. Et Tetranychus evensi, c'est une autre particularité, c'est que c'est une espèce invasive qui vient d'Amérique du Sud et qui a envahi l'Afrique, puis l'Europe, puis l'Asie actuellement. Donc la problématique aujourd'hui, c'est que pour lutter contre ces ravageurs qui font des dégâts très importants sur les tomates, il n'y a aucune solution de biocontrôle ou pratiquement pas. Qui marche en tout cas, et que ça signifie que pour contrôler ces ravageurs, on est obligé de faire une lutte essentiellement basée sur des intrants phytosanitaires, donc sur des acaricides. Donc la lutte biologique, où en est-on aujourd'hui? En fait, il y a des prédateurs qui existent pour lutter contre les acariens ravageurs dans pas mal de cultures, et notamment en culture maraîchère. Mais ces acariens, donc, qui sont commercialisés, qui peuvent être naturellement présents dans les abords des parcelles, etc., en fait, ils sont peu efficaces pour lutter pour contrôler et pour manger les acariens ravageurs qui sont présents sur la tomate. Et même si certains peuvent être plutôt intéressants, notamment cette espèce-là, c'est une espèce exotique qui vient du Brésil. Donc ça veut dire des permis d'importation, ça veut dire des permis pour pouvoir autoriser ensuite sa vente en Europe. Et en plus, c'est une espèce qui est spécifique d'un des trois ravageurs. Donc du coup, ça n'intéresse pas non plus trop les firmes parce que ça ne correspond pas sûrement à un marché suffisamment important. Donc pourquoi en fait ces prédateurs ils sont pas efficaces? En fait, il y a plusieurs leviers. Donc le premier levier, c'est la plante. Donc c'est un peu bizarre parce qu'on parle de prédateurs, donc on a tendance à penser qu'ils sont intéressés par que ce qu'ils mangent, mais en fait ils sont aussi intéressés par là où ils vivent, c'est-à-dire la surface des plantes sur lesquelles ils vont se trouver. Et donc quand on est un acarien, en fait on voit ça à la surface des feuilles, donc c'est notre milieu de vie, c'est-à-dire que les feuilles, ça correspond à les poils qu'il y a sur les feuilles, ça correspond à une forêt pour eux, ou une savane, ou des montagnes, etc. Donc ça peut être parfois des milieux qui sont très hostiles. Et sur la tomate, en fait, on a, comme peut-être certains d'entre vous le sachent, des trichomes qui sont soit glandulaires, c'est-à-dire avec de la colle au bout, donc où les prédateurs vont se coller et mourir, soit des trichomes qui sont pointus, où les prédateurs peuvent s'empaler au contraire. Donc c'est pas très réjouissant pour eux, donc ce qui signifie qu'ils vont éviter plutôt ces milieux hostiles. Et de plus, donc la tomate, et comme d'autres solanacées, comprend des composés aussi chimiques qui ne sont pas très favorables à leur développement. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ces prédateurs ne s'installent pas bien sur la tomate. Et la deuxième raison, c'est finalement pourquoi les phytophages, eux, ils ne s'installent pas les prédateurs. C'est parce que les phytophages, ils ont coévolué avec la plante sur laquelle ils vont avoir à manger, donc sur laquelle ils vont consommer. Et donc eux, par contre, ils ont eu des interactions coévolutives et ils se sont adaptés à ces plantes et notamment aux composés toxiques qui sont présents dans les plantes et notamment aux alcaloïdes. Et ils sont capables soit de détoxifier ces composés, soit de les séquestrer. Et quand ils les séquestrent, en fait, lorsque les prédateurs les mangent, en fait, les prédateurs s'empoisonnent avec les proies parce qu'ils ont à l'intérieur du corps des composés qui sont toxiques. Donc tout ce monde n'est pas très favorable et toutes ces conditions ne sont pas très favorables au développement de prédateurs et notamment d'acariens prédateurs de la famille des phytocéides. Donc il y a plusieurs perspectives de lutte. Donc en fait il y en a deux pour l'instant qu'on voit. Donc il y en a une qui concerne une lutte biologique assez classique, c'est-à-dire la recherche de prédateurs, et puis une deuxième qui est plus liée à un aspect de gestion des paysages ou d'agroécologie. Donc la première solution, elle concerne est-ce qu'il y a des nouveaux prédateurs potentiellement efficaces pour lutter contre les acariens ravageurs sur la tomate, sachant que la famille des phytocides comprend 2400 espèces, qu'on en commercialise grand maximum, enfin qu'on en connaît grand maximum 50 en termes de biologie. Et donc ça veut dire que finalement on connaît bien la diversité, mais qu'il existe un potentiel énorme en termes de biologie et d'application des connaissances biologiques pour le biocontrôle.
Donc ça a fait l'objet d'un projet qui est actuellement en cours, qui est financé dans le cadre d'Ecophyto et qui s'appelle Acarosol, donc où il y a plusieurs partenaires, donc l'INRA, Supagro, Coperts, la Sonito et le CTFL. Donc dans le but de rechercher des prédateurs nouveaux qui seraient adaptés à la plante Solanacée et donc qui aurait lui aussi, qui sera adapté finalement à ces milieux hostiles et à ces conditions de plantes hôtes où on retrouve des poils, des composés alcaloïdes, etc. Donc ce projet est en cours, il est en cours en deuxième année. Donc on a réalisé des recherches sur des solanacées sauvages pour rechercher des prédateurs intéressants. Et donc ici, c'est un des résultats qui est en cours, donc pas encore publié. Donc où en fait, on a trouvé une espèce qui semble intéressante, qui s'appelle Typhodromus anthoceus reiki. Donc vous avez son nom complet là-haut. Donc c'est une espèce qui est intéressante à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle est très présente en Europe, elle est très fréquemment trouvée. On la trouve sur les bordures de parcelles et dans les parcelles. Et en plus, c'est une espèce endémique. Donc ça veut dire que pour des firmes qui potentiellement seraient intéressées pour la commercialiser, il n'y a pas besoin de permis d'importation, d'étudier les effets non intentionnels de la lutte biologique avec des espèces exotiques, etc. Donc pour revenir sur les résultats qu'on a obtenus, ici vous avez deux grands types de variables. Le nombre d'œufs pondus, donc quand on leur donne à manger des Tetranicus surticés sur haricots, donc quelque chose d'assez classique pour eux et qui n'est inoffensif, et le nombre d'œufs moyens consommés. Et là, c'est le cas extrême, c'est-à-dire qu'on est sur tomates et on donne Tetranicus evensi, donc une espèce exotique, normalement qu'ils n'ont jamais vue, puisqu'ils ne vivaient pas au même endroit, eux étant en Europe, les prédateurs, et les autres étant au Brésil. Donc on s'aperçoit que par rapport à des espèces de référence qui sont utilisées en lutte biologique, on a des résultats intéressants, notamment avec le nombre de moyens consommés, qui est plus important pour plusieurs populations de reiki que pour les références, y compris sur des conditions plutôt favorables, donc urticées et haricots, et aussi dans des conditions un peu moins favorables, donc sur tomates, avec Tetranicus evensi, que ce soit pour le nombre de moyens consommés ou que ce soit pour le nombre de moyens pondus. Voilà, donc ça veut dire qu'ils mangent bien sur tomates la proie la moins favorable, et en plus ils pondent bien sur tomates, même lorsqu'on leur donne quelque chose à manger qui a priori n'est pas favorable. Donc ça ouvre des perspectives intéressantes. Donc évidemment, c'est un laboratoire. Donc ensuite, il faut passer le grand pas, c'est-à-dire aller dans les conditions réelles de production et notamment, et c'est ça va être l'objet des études qui vont être réalisées à partir du printemps 2017. Donc le deuxième volet, donc de perspective en termes de lutte biologique sur la tomate, donc c'est les approches agroécologiques, puisqu'on parle d'agroécologie, et notamment on a eu l'idée de passer à l'utilisation de plantes compagnes, donc qui vont permettre de former des réservoirs finalement pour des prédateurs et en même temps être défavorables pour les ravageurs. Donc la première chose, c'est qu'il n'y a rien qui est connu sur l'effet des plantes compagnes sur les acariens. Donc ça ouvre pas mal de choses à faire. Il y a actuellement un projet européen qui est soumis, donc on croise fort les doigts pour qu'il soit accepté. Et dans ce projet, en fait, on propose plusieurs choses. On propose d'exploiter les savoirs populaires. Parce qu'en fait, on l'a vu en tout début, là, sur les tisanes, etc. En fait, il y a peut-être des choses qui se font, d'ailleurs, mais personne ne le sait, partout dans le monde, peut-être. Et du coup, c'est un projet européen et surtout méditerranéen, donc faire des enquêtes chez les producteurs, faire des enquêtes chez même des jardiniers pour savoir comment ils gèrent, ça peut donner en fait des pistes pour ensuite tester. Alors, malgré tout, on a quelques pistes d'espèces compagnes qui pourraient être testées, et notamment des plantes qu'on connaît comme étant défavorables aux acariens ravageurs, donc de l'ail, des oignons, d'accord, mais aussi une autre espèce pour laquelle il y a eu une étude en Afrique qui montre ici sur ce graphique que plus on a de Cléoméginandra, ici, donc la densité de cette espèce augmente, plus finalement les densités de ravageurs de Tetranicus urticés diminuent. Donc c'est assez intéressant, et en fait quand on regarde dans la bibliographie, il y a une seule étude, et après il y a l'ail, l'oignon, mais en fait c'est très empirique, il n'y a pas d'expérimentation qui ont été réalisées. Donc on peut aussi, donc ça c'était le cas où on trouverait des plantes qui soient défavorables aux ravageurs. On peut aussi penser que certaines plantes sont favorables aux prédateurs et vont leur donner un abri où ils vont pouvoir rester à proximité des parcelles.
Donc des plantes favorables aux phytocéides, ça existe. Pourquoi? Parce que ces prédateurs, ils sont très, comme j'ai dit tout à l'heure, très liés à leurs plantes hôtes et très liés à la pilosité des plantes sur lesquelles ils vont se développer, comme on peut le voir sur les photos. Donc on a une liste de plantes qui sont favorables aux prédateurs, et ces prédateurs sont plus liés à la plante qu'à la proie, parce qu'ils peuvent aussi consommer du pollen. Et donc ici, simplement pour vous montrer un exemple de choses qu'on trouve dans la littérature, où si vous avez un ratio phytocéide sur tétranique, hein, et donc du coup vous voyez que plus ce ratio est élevé, plus ça veut dire que ces plantes sont favorables aux phytocéides, et plus ce ratio est bas, ça veut dire plus elles sont favorables aux tétraniques. Donc ce qui permet en fait d'avoir des règles de décision pour pouvoir éventuellement choisir des plantes à mettre à proximité, à mélanger avec les tomates, etc., qui pourraient être intéressants pour les prédateurs. Et ici j'ai mis une photo de ricin, parce que là aussi ça correspond à une plante qui est plutôt favorable et plutôt candidate pour nos prochaines études. Donc pour conclure, les acariens sur tomates, c'est un problème récurrent. Il n'y a pas de solution biologique, de lutte biologique efficace aujourd'hui. Et en fait, il y a beaucoup d'études à mener encore, que ce soit en termes de recherche de biodiversité et d'études de la biologie de cette biodiversité, parce que ce n'est pas le tout d'avoir de la biodiversité, il faut savoir à quoi ça sert et qu'est-ce qu'elle fait. Et donc ça demande pas mal d'investissement et de compétences et d'expérience. Et ensuite, une autre voie qui est complètement nouvelle, c'est le développement, comme je le disais à l'instant, de plantes compagnes, non pas pour faire des agrosystèmes complètement résilients, c'est-à-dire revenir comme c'était en l'ancien temps, hein, mais aller vers des systèmes qui soient innovants en prenant en compte de la biodiversité et ses fonctions.